Bien, ça me fait super gros plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de classe extérieure. Alors, la classe extérieure, le potentiel pédagogique des cours d'école. On va commencer sans plus tarder parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler. Je pars mon minuteur. Bien, qui suis-je? Alors, effectivement, comme André l'a dit, je suis à la Fondation Monique Fitzbach depuis 7 ans, depuis 2012. J'ai grandi à Québec. La Fondation Monique Fitzbach est également basée à Québec. J'ai fait mes études en communication à l'Université Laval et je suis impliquée dans toutes sortes de projets actuellement, surtout au niveau communautaire, puis à l'échelle un peu plus régionale avec 100 degrés. Je ne vais pas toutes vous les expliquer, mais je les ai quand même affichés pour, vous voyez, je suis beaucoup en tout ce qui est l'éducation, la culture et l'environnement, bien entendu, qui me passionne énormément. Alors, le début de mon engagement, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment allumée, si on peut dire, là, sur le contact nature, puis tout ça, c'est la lecture de 2 romans que j'ai faits en 2014 et 2015, que vous connaissez peut-être déjà parce que c'est 2 livres qui sont assez connus. Last Child in the Woods de Richard Louv et Perdu sans la nature de François Cardinal, qui était venu aussi faire une conférence sur le déficit nature pour 100 degrés. Et puis, ces 2 livres-là, bien, en fait, ils se ressemblent un peu. Là, il y en a un qui est plus le pendant québécois de la situation du déficit nature au Québec, Perdu sans la nature. Moi, ça m'a vraiment touchée, en fait, là, parce que ben, j'avais un enfant de 3 ans, j'en avais un qui avait 1 an. Et j'ai compris c'était quoi le déficit nature, mais les conséquences aussi, tu sais, qui vont toucher toutes les sphères du développement de l'enfant. Puis moi, étant en éducation relative à l'environnement, c'est très important aussi de développer une relation avec la nature. Donc, j'ai vraiment beaucoup plongé dans c'est quoi les solutions. Et puis, bien, une des solutions ou une des choses qu'on peut faire pour justement retisser le lien entre les jeunes et la nature, c'est de les amener plus quotidiennement à l'extérieur pour jouer, faire du jeu libre en nature. Et Richard Louv, dans son livre, disait, mais joignez un club nature, c'est simple, c'est gratuit. Je dis, ben oui, pourquoi pas? Alors, je cherche un club nature que je peux joindre et je n'en trouve pas. Alors, je dis, bon, ben c'est pas grave, on va en faire un. Et donc, en juillet 2015, j'avais créé vraiment tout bonnement un groupe Facebook où est-ce que j'ai invité ma famille, mes amis, puis j'ai dit, bien, regardez, on sort dehors le plus souvent possible ensemble. Et ça a quand même grossi parce que les amis invitent des amis, tout ça, on se ramasse 300 personnes. Puis, ben, je me suis mise à organiser des activités qui étaient des fois gratuites, des fois payantes si on avait des intervenants. Alors, on a fait, comme vous voyez, toutes sortes de choses, de la recherche de fossiles à Neuville, de la pêche blanche, on a construit des abris, on a été voir les chauves-souris au domaine joli de Lobinière. Alors, moi, je capotais complètement. Je me disais, mon Dieu, c'est le fun pour les enfants, mais on peut aussi, comme adulte, souffrir du déficit nature, je pense. Puis moi, ça m'a vraiment redonné un souffle de sortir comme ça, découvrir l'environnement. Alors, ensuite de ça, moi, je me suis dit, bon, OK, là, j'ai des jeunes enfants, là, je lisais beaucoup sur la petite enfance, puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire en petite enfance? Mais tu sais, les enfants, ça grandit, hein? Alors là, je me suis dit, bien, comment on va appliquer ça, la lutte au déficit nature, en milieu scolaire? C'est comment ça se passe? Parce que moi, bon, les écoles que je voyais autour de moi, je les voyais sortir à la récréation, bon, mais c'était pas mal ça. Puis, ben, je percevais pas nécessairement beaucoup de jardins, de classes extérieures. Je me disais, ça serait plate qu'il y ait une rupture. Il y a comme un mouvement qui se passe en petite enfance, mais qu'est-ce qui arrive rendu au niveau primaire, puis même secondaire? On les a habitués à être curieux, à s'émerveiller, à poser des questions, à jouer, à salir. Puis après ça, on les rentre en dedans 7 heures par jour. Il me semble que ça marche pas. Fait que là, j'ai fouillé, puis j'ai réalisé que ben c'est pas nécessairement partout que c'est comme ça. Je suis tombée sur l'approche qui s'appelle en anglais le Outdoor Education. Alors, ben c'est une approche que nous, en français, on a traduit poétiquement par l'intervention en contexte de plein air. Et je me suis dit, bien, ça existe déjà une approche où est-ce qu'on veut faire sortir les jeunes à l'extérieur, puis c'est quand même documenté, puis ça se fait dans les pays scandinaves, mais ça se fait au Canada, ça se fait aux États-Unis. OK, bien, crime, tout n'est pas perdu. Donc là, j'ai découvert justement ce mouvement-là, l'éducation entrée dans la communauté, puis plus je lisais, plus je me disais, ouais, il y a vraiment de quoi là-dedans. Moi qui est en éducation à l'environnement, qui veut convaincre les jeunes à passer à l'action, que je veux qu'il y ait le sentiment aussi qu'ils sont capables de passer à l'action. Bien, dans cette approche-là, on développe des compétences extraordinaires qui rejoignaient autant mes valeurs, autant mon inquiétude face au déficit nature, que autant justement l'aspect réussite scolaire, l'aspect de passer à l'action pour protéger l'environnement.
Donc, j'ai vraiment mijoté pendant toutes ces années-là un projet. Puis, à un moment donné, il y a eu une offre de financement et on a pu, à la Fondation, aller chercher des sous pour le projet qui s'appelle aujourd'hui « Enseigner dehors ». Donc, le projet « Enseigner dehors », c'est majoritairement financé par la Fondation McConnell, qui, eux autres, ils étaient à la recherche de projets qui favorisaient le bien-être en milieu scolaire. Moi, je trouvais que ça fitait parfaitement. Puis, j'avais déjà comme une tonne de recherches mis de côté au cas où qu'on aurait un appel de projet, justement, qui fiterait. Alors, le projet a passé et maintenant, on a aussi des sous du ministère de l'Éducation et de Québec en forme pour ce beau projet-là. Donc, je ne pourrais pas nécessairement aller dans le détail du projet, mais c'est un projet sur 3 ans qui touche le primaire, le secondaire et dans lequel on touche vraiment plusieurs aspects. Il y a de la conception de ressources pédagogiques. On a fait un colloque aussi il y a 2 semaines pour justement offrir plus de formations d'accompagnement, le colloque plein air apprendre à ciel ouvert. On va développer aussi un site web pour l'automne prochain où est-ce qu'il va y avoir une banque d'activités collaboratives sur le thème de enseigner dehors. Et on veut éventuellement développer un programme d'aide financière pour aider les écoles à se faire des classes extérieures, acheter du matériel. Des fois, c'est payer du déplacement pour des sorties en nature, ce genre de choses-là. Alors, le colloque, je me suis mis la diapo pour me rappeler de vous inviter à la prochaine édition. C'est les 7, 8, 9 février 2020. Et puis, c'est pour la petite enfance, primaire, secondaire, jusqu'au collégial. Et c'est vraiment des ateliers de formation continue sur toutes sortes de sujets. On a des ateliers intérieurs comme extérieurs. On va toucher autant le niveau très pratique que le niveau recherche. Donc, c'est vraiment un événement unique de formation continue et de réseautage qui est super important aussi, auquel je vous invite de suivre. On a le site web colloquepleinair.ca puis la page Facebook. On avait 200 personnes lors de la dernière édition. On était complet. On ne s'attendait pas à ça. Qu'est-ce qu'une classe extérieure? Bien, j'ai mis cette diapo-là parce que vous allez voir, classe extérieure, là, c'est comme, on dirait, on n'a pas eu de réflexion encore sur quel terme on prend, puis ça a comme toutes sortes de significations actuellement. Classe extérieure, classe verte, classe plein air, ça dépend des journaux que je lis, mais j'ai vu plein de termes. Puis aussi, ce que je me rends compte, c'est actuellement, au Québec, quand on parle de classe extérieure, c'est... La majorité du temps, c'est vraiment, on parle du lieu de rassemblement. Donc, on parle du banc, de l'estrade ou de la... C'est vraiment, c'est le design, c'est le mobilier. Mais il y a des écoles pour qui la classe plein air, c'est vraiment une zone. Puis on va revenir là-dessus tantôt, mais d'ailleurs, le ministère de l'Éducation sort actuellement son nouveau guide d'aménagement des cours d'école. Puis dans ce guide-là, il y a la zone classe extérieure. Puis cette zone-là, ça déborde vraiment du mobilier, là. Ça peut être, on peut mettre le potager là-dedans, on peut mettre de l'art plastique, ça peut être aussi la zone d'art et spectacle. Et donc, vous voyez sur la photo, en haut à droite, l'École des Berges à Québec, leur classe extérieure qui est vraiment axée sur le mobilier. En bas à droite, l'École des Dunes sur la Côte-Nord, où est-ce que eux, c'est vraiment plus large que ça, là. Ça, c'est peut-être le quart de toute la cour d'école. Ils se sont fait un coin classe extérieure. Il y a des jardins, il y a des sculptures, il y a une petite cabane à droite pour les jeunes qui veulent faire du travail individuel ou de la lecture. Il y a vraiment plusieurs endroits où les jeunes peuvent se rassembler, interagir. Il y a un banc au centre avec une table, puis plus loin, c'est plus la salle de classe traditionnelle avec les bancs puis le tableau. Donc, on peut vraiment l'envisager de différentes façons, là, comme vous voyez. Puis, pour beaucoup, surtout en anglais, là, le outdoor classroom, quand tu leur parles de classe extérieure, là, eux autres, ils n'ont pas ça en tête. Eux autres, c'est faire la classe à l'extérieur. Fait que la classe à l'extérieur, c'est du moment que tu es dehors, tout est la classe extérieure, parce que les apprentissages sont partout, t'sais. Fait que ça aussi, c'est un autre type d'approche que je vais vous reparler bientôt. Les classes extérieures, ce qui est recommandé beaucoup, c'est vraiment de penser à un minimum de temps assis puis un maximum de temps pour l'exploration. Parce qu'on est dehors, alors pourquoi pas profiter du fait qu'on est dehors? C'est sûr, il y a des cas où est-ce que, par exemple, moi, j'ai prévu de faire une lecture, donc évidemment, on va passer plus de temps assis, mais c'est un peu une règle d'or en enseignement extérieur de dire, on est dehors, c'est pas pour reproduire qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur, c'est pour faire différemment. Alors, on essaie de voir comment on peut maximiser le temps d'exploration, de mouvement, de découverte. Je vais vous présenter rapidement 3 façons de concevoir une activité ou de voir, dans le fond, l'approche de comment je fais ça, la classe à l'extérieur. Pourquoi je tiens à vous en parler un peu, c'est que je trouve que l'aménagement est là pour supporter la pédagogie. Okay? Puis, c'est bien le fun d'avoir une classe extérieure, mais il faut savoir un peu quels usages on va en faire, comment on va l'utiliser. Alors ça, on va survoler un peu 3 façons un peu différentes de faire
de concevoir une activité, de voir la classe extérieure. Puis, si vous voulez qu'on approfondisse après dans la période de questions, ça va me faire plaisir. La première façon, c'est d'adapter l'activité à l'environnement extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment d'utiliser l'environnement comme un lieu inspirant. Fait que ça, c'est l'approche la plus accessible, où est-ce que je pourrais dire, bon, ben demain, moi, j'ai ça de prévu, est-ce que je peux le faire à l'extérieur? Oui, je peux le faire, je pourrais faire carrément un copier-coller, ou peut-être genre quelques petits ajustements à faire pour le faire. Donc, ça va être, par exemple, de dire, ben on va aller faire notre lecture à l'extérieur, on va aller faire notre activité d'écriture, on va aller peindre à l'extérieur, etc. Donc, on est à l'extérieur, mais on n'utilise pas nécessairement l'environnement comme outil pédagogique. Okay? Ça va être ça la différence avec l'autre. Donc ça, c'est bien correct d'être à l'extérieur comme ça, mais il n'y a pas nécessairement cette dimension-là d'interaction avec le milieu. Mais c'est souvent la première étape un peu pour un prof qui débute, de dire, ben tu sais, je vais l'essayer 40 minutes, on fait la classe, puis c'est très simple, on s'approprie tranquillement cette approche-là. La deuxième façon, ça pousse un peu plus loin. C'est de dire, bon, ben demain, j'ai prévu ça à l'horaire, est-ce que je peux le faire à l'extérieur, mais comment je peux utiliser le fait que je suis à l'extérieur pour rehausser les apprentissages? Comment, avec l'environnement qui est autour de moi, le milieu, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour venir rehausser les apprentissages? Alors là, il y a vraiment une interaction dans l'environnement. Alors, on pourrait peser des roches, on pourrait chercher des sons dans la cour. Trouvez-moi 10 choses qui font le son « on ». Un tronc, quelque chose qui est rond, un ballon. Bon, là, on va vraiment utiliser l'environnement dans l'activité. Même chose pour si on dit, bon, ben, on fait des boules de neige puis on les croise, on les place en ordre croissant, on utilise l'environnement. On n'a pas juste amené du matériel puis on a fait l'activité à l'extérieur. On profite du fait qu'on est dehors pour qu'il y ait une interaction. Je pourrais donner toutes sortes d'autres exemples, mais je pense que vous comprenez un peu le principe. Puis je voulais passer plus de temps sur la troisième façon. La troisième façon, bon, là, j'ai écrit comme 3 approches, là, mais ils se ressemblent un petit peu. L'apprentissage par l'enquête, qui est en anglais « Inquiry-Based Learning », la recherche-action, puis l'approche expérimentale. Qu'est-ce que ces 3 choses ont en commun? Bien, c'est toutes 3 approches qui utilisent le lieu vraiment comme élément de départ pour susciter l'action puis intégrer les domaines, le français, les maths, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage ancré dans la communauté. Puis cette approche-là, c'est vraiment d'utiliser le lieu comme élément clé du processus d'apprentissage. Puis pourquoi on veut utiliser le lieu? C'est parce que le lieu, ça permet de mettre en contexte les apprentissages. Et plus on les met en contexte, plus on les rend vivants. Et donc, plus on rend vivant un apprentissage, plus le jeune est investi et motivé et curieux. Je peux vous donner quelques exemples de l'apprentissage par l'enquête. Apprentissage par l'enquête, aussi toutes ces approches-là, souvent, en fait, ça va partir d'une question. Hein? Souvent, la question, elle vient de quoi? Bien, elle vient d'une observation ou d'un intérêt, peut-être. Donc, par exemple, si on prend juste des choses qui pourraient aller dans la cour d'école, est-ce qu'on a des insectes dans la cour? C'est où le point le plus chaud dans la cour d'école? Est-ce que les arbres sont morts l'hiver? Ils ont de l'air complètement morts. Bon, je ne sais pas. Mais aussi, ce qui est le fun avec cette approche-là, c'est qu'on peut déborder. C'est-à-dire que souvent, éducation à l'extérieur, on pense nature. Mais les cours d'école, c'est pas toutes les cours d'école qui ont énormément de biodiversité, fait que c'est assez limitatif. Fait que pourquoi pas, avec ces approches-là, y aller un peu plus loin dans nos questions? Il y a combien de jeunes qui viennent à l'école en vélo? Ou bien, là-bas, il y a des lignes jaunes là, pour traverser la rue, puis là-bas, sont blanches. Comment ça se fait? Ou bien encore, il y avait quoi ici il y a 100 ans? Ah, c'est une bonne question. Y a-t-il de la pauvreté dans notre quartier? On commence à élargir un peu plus. C'est quoi qui fait vivre notre communauté, nous, ici? C'est toutes des questions où est-ce que vous voyez, on sort de l'univers du vivant, puis c'est toutes des questions aussi qui nous amènent forcément vers l'interdisciplinarité. Parce que, bon, on fait des sciences. Pourquoi? Bien, parce qu'on a une question, il faut qu'on forme une hypothèse, il faut qu'on trouve une façon de répondre à notre hypothèse. On fait à quelque part soit une expérience ou une recherche, puis on répond à notre question. Puis, bon, ça, on fait du français, des fois on fait des maths, les vélos, hein, combien de vélos viennent à l'école? On va parler aux gens, mais on va peut-être vouloir faire des statistiques aussi. C'est quoi les autres modes de transport? Une belle façon de parler des transports aussi. C'est quoi les impacts? L'impact de ceux qui viennent en vélo, puis l'impact de ceux qui viennent en auto, etc. Donc, c'est une approche qui est très interdisciplinaire, que c'est
vraiment la façon, mettons, la plus utopique d'enseigner à l'extérieur. Parce que, ben, après ça, l'hiver, c'est pas grave si tes hormidomes, ta communauté, elle vit puis elle fonctionne quand même. Alors, dans cette approche-là, la communauté devient la classe vivante. Alors, on stimule beaucoup la curiosité, on favorise beaucoup le développement de la résolution de problèmes chez les jeunes. Ils sont capables, des fois, pour vraiment la première fois, de voir comment les enjeux sont interconnectés entre eux. Puis, ce qui est très bien, puis moi, ce que j'adore beaucoup dans cette approche-là, comme personne qui travaille en éducation à l'environnement, c'est qu'on développe leur agentivité. C'est quoi ça? Bien, c'est la capacité, le sentiment qu'ils ont, qu'ils sont capables de passer à l'action. Fait qu'ils le font à l'échelle locale. Ils voient qu'ils sont capables de répondre à leurs questions, de trouver réponses. Puis souvent même, ça va justement mener vers des projets de recherche-action. Où est-ce qu'on a trouvé notre réponse, on sait qu'il y a de la pauvreté dans notre milieu, bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Fait que souvent, ça va avoir des impacts très positifs dans l'école, dans la communauté. Il y a même aux États-Unis des écoles, là, ils deviennent quasiment des sous-contractants de la communauté parce qu'ils se font donner justement des projets de « mais regardez, il y a tel enjeu, réfléchissez à ça, puis arrivez-nous avec des solutions ». Donc tout ça, ça l'engage énormément les jeunes, ça les motive beaucoup. On favorise, on est dehors, on bouge, on favorise leur bien-être. Puis, ben, ça rejoint aussi beaucoup la réussite scolaire parce que dans notre thème de l'inclusion, bien, dans cette approche-là, on est presque toujours dans la collaboration. On développe vraiment une cohésion de groupe très importante. On travaille tous dans la même direction, chacun a sa place, chacun a son rôle. Donc, c'est vraiment une belle approche pour ça. Maintenant, la classe extérieure comme lieu de rassemblement. Souvent, c'est vraiment comme ça qu'on l'entrevoit quand on parle du mobilier. Qu'est-ce que ça prend pour une classe extérieure? Ça prend un lieu qui est calme, c'est un peu les trois les plus importants selon moi. Un lieu qui est calme, sécuritaire et facile d'accès. Facile d'accès, on parle de la proximité en lien avec l'école. Ombragé, donc regardez peut-être pour pas que votre classe soit 100% au soleil tout le temps, en moins que peut-être vous allez vouloir faire un potager qui va être adjacent à la classe, mais regardez au moins pour que le lieu de rassemblement puisse être un peu ombragé. À l'abri du vent, autant que possible. Vérifiez que l'eau ou la neige ne s'y accumule pas. Ça peut être important notamment pour décider de votre design. Si vous n'avez pas le choix de faire votre classe extérieure-là, mais que vous savez qu'il y a plein d'eau qui s'accumule au printemps, bien, il va peut-être falloir prévoir les plantes en conséquence ou peut-être prévoir un sol qui est poreux, par exemple. Tester les emplacements, idéalement, parce que des fois, on trouve que c'est bien cute là, mais on se rend compte que finalement, bien, il y a bien trop de gens qui circulent autour, ou il y a trop de bruit, ou c'est là qu'il y a le plus de vent, finalement, dans le cours d'école. Donc, c'est bien de tester les emplacements, puis en même temps, ça va vous faire connaître plein de choses de votre cours d'école que vous n'aviez pas remarqué nécessairement. Avoir une entrée d'eau proche, ça, c'est surtout si vous voulez embellir votre classe avec des végétaux, surtout ceux qui sont comestibles. Les tomates, ça demande beaucoup d'eau. Donc, de penser à ça. La plupart des classes extérieures sont vertes. Il y a beaucoup de classes qui vont aménager des fines herbes, tout ça autour, des plantes pour le potager. Donc, de penser à avoir une entrée d'eau proche. Il y a d'autres éléments sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Un petit plan très professionnel que j'ai fait dans un café. En fait, c'est pour vous montrer que même avec une petite cour d'école, on peut avoir toutes sortes de choses dans la cour. Ça, c'est un plan basé sur les nouvelles zones du guide d'aménagement des cours d'école. Et en fait, ce que ça l'explique aussi dans le guide, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est qu'on peut entrevoir la zone de classe extérieure, c'est ça, comme ayant plus qu'un usage. Donc ça, quand vous allez réfléchir à votre classe extérieure, c'est vraiment intéressant de voir dans les usages que vous voulez lui donner, autre un lieu de rassemblement, ça peut être le lieu de repos, qui va servir au service de garde ou durant les récréations. Ça peut être la zone de art et spectacle. Peut-être que la communauté va dire, ben oui, nous, on aimerait ça, pouvoir l'utiliser l'été pour faire du théâtre d'été ou peu importe. Ah, là, c'est un nouvel usage qui s'ajoute, donc il faut le considérer dans le design. Je pense que je m'étais mis une note aussi oui, la biodiversité. Quelque chose que je trouve intéressant quand on demande comment on fait pour avoir des cours d'école où est-ce qu'il y a des occasions de faire la classe extérieure, puis tout ça. Bien, la biodiversité, je trouve que ça a 3 avantages. Ça a des opportunités pédagogiques super intéressantes, en univers du vivant, mais pas que. Ensuite, ben, ça va vraiment beaucoup favoriser le bien-être, parce que plus on a de nature autour de nous, même là, d'avoir de la nature par une fenêtre, ça a un impact sur notre bien-être.
Et puis, plus on va favoriser un contact nature pour les élèves, donc un développement d'une relation avec la nature. Alors ça, je trouve que c'est intéressant de favoriser dans nos aménagements le plus de biodiversité possible. Il y a toujours la question de l'entretien qui revient, je le sais. Alors, c'est pour ça que souvent, d'avoir un comité de classe extérieure, ça peut aider à réfléchir à ces questions-là. Puis c'est là aussi que la communauté peut avoir vraiment un impact important dans l'entretien, l'aménagement même, puis l'animation de ces espaces-là. Quoi considérer dans l'aménagement d'une classe extérieure? Bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, donc toutes les classes extérieures sont uniques parce qu'elles répondent toutes à des besoins uniques. De la même façon qu'on ne voudrait pas prendre un modèle d'école puis le reproduire partout de la même façon, bien, on ne veut pas nécessairement reproduire le même modèle de classe extérieure partout parce que les usages sont différents d'une place à l'autre. Ça, je l'ai déjà dit, ça peut servir à plusieurs types d'usages, donc plusieurs types de zones. À considérer l'ergonomie. Tu sais, si on fait ça pour des tout petits, on ne va peut-être pas construire de la même façon que pour des plus grands. L'entretien aussi, super important d'avoir quelqu'un, l'entretien, le concierge qui va être sur votre comité pour voir si ça fonctionne. De voir aussi, tu sais, des fois, j'ai entendu parler d'une école qui se sont fait une magnifique classe extérieure, mais ils vont devoir toute la défaire puis la changer de place parce que l'école avait prévu une future sortie de secours, là. Puis, il n'en avait pas parlé, il n'était pas au courant. Donc, vraiment d'inclure dans le comité le plus de gens possible qui vont pouvoir parler de ces choses-là, tout ce qui est l'entretien, l'utilisation. Il peut y avoir plus d'une classe extérieure. Je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui ont des projets de classe, qu'il y en a plus qu'une, parce que des fois, les usages diffèrent beaucoup. Des fois, on peut avoir un usage que, on veut que ça soit très collaboratif, puis un autre usage qu'on veut que ça soit plus art et spectacle. Pourquoi pas, à ce moment-là, former deux classes extérieures. Et bien sûr, les coûts et les modèles sont variables. Donc, qu'est-ce qui va déterminer votre design? Ça va être surtout les usages et le budget. Maintenant, on va regarder un peu quelques modèles de classes extérieures, puis je vais les commenter un petit peu. Si vous avez des questions plus approfondies, on pourra le faire en période de questions. Donc, les modèles qu'on voit beaucoup. Il y a la classe avec scène. Donc, c'est sûr que la classe avec scène, il y a vraiment une idée derrière ça, d'accueillir peut-être des plus grands groupes, de faire des présentations marginales, de faire de l'art et spectacle. Il y a peut-être cette idée-là aussi qu'on veut que ça soit utilisé par la communauté, tu sais, pour des présentations durant l'été. C'est sûr que c'est une formule où est-ce que, comme j'ai dit, ça favorise l'enseignement magistral. Il faut penser qu'il n'y a pas non plus de support pour écrire, donc on est surtout là pour assister. Vous allez voir aussi à travers les quelques diapositives là, qu'il y a des matériaux qui reviennent beaucoup. Le bois, c'est peu coûteux. La pierre, qu'on voit aussi parfois comme pour le sol, pour le dallage. La brique revient. Le métal, un petit peu, pas très souvent. Et parfois le béton, le ciment. Donc, la classe avec scène, bien, on peut avoir une très grande scène, une petite scène, même comme en bas à droite, vous voyez, c'est relativement petit. Ça peut être des fois des scènes où est-ce qu'on peut prévoir un tableau ou non. J'ai vu ils ne sont pas là, mais j'ai vu des classes avec scène où est-ce qu'il y avait une espèce de tableau blanc sur le mur de l'école qu'on pouvait dérouler pour faire des projections. Donc, classe avec scène. La prochaine, moi, celle que j'affectionne beaucoup, c'est les tables, parce que c'est si simple et parce que ça offre un support, oui, pour écrire, mais pas que. Tu sais, si on pense que ça va servir au service de garde, lors des récréations, peut-être pour faire un pique-nique pour les familles en fin de journée qui vont venir dans le cours d'école, s'il y a un camp de jour pas loin, la table, c'est quand même assez versatile. Puis, c'est sûr que là, on favorise beaucoup plus la collaboration. Ça peut être couvert ou non, comme vous voyez. Ici, on voit différents sols. Là. En haut à droite, vous avez du paillis. En bas à gauche, là, c'est plus de la terre qui est tapée, mais c'est couvert. On retrouve le bois souvent et on retrouve la pierre comme sol. On essaie d'éviter le gazon parce que c'est ben trop d'entretien puis ça vire en boîte de toute façon. Mais l'important, c'est pour vous de vous demander est-ce que vous avez besoin d'un matériau qui va être poreux ou non. C'est pour ça que d'observer, ça peut être intéressant. Aussi, je vais le mentionner avant de l'oublier, tout ce qui est immobilier, fait que ça, c'est des structures permanentes, comme justement le toit là, que vous avez en haut à gauche, bien ça, c'est normé.
Fait qu'il y a des normes par rapport à la sécurité. Il faut regarder ça avec les commissions scolaires pour ne pas arriver avec quelque chose qui a été fait par un parent, qui n'a pas été approuvé par un ingénieur, puis qu'il faut le refaire parce que le plan n'a pas été conçu et approuvé par un ingénieur. Donc, faites attention à ça. Puis quand on parle de mobilier, que ce soit des bûches ou un banc, bien là, c'est un peu moins normé, beaucoup plus facile d'implantation. J'observe beaucoup des bancs droits ou en demi-cercle, couverts ou non. Il y en a qui vont intégrer des plantes ou non. Avec les bancs droits, on peut les disposer de façon à faire une classe plus magistrale ou au contraire, les mettre en rond. Les bancs droits, c'est aussi pratique parce qu'on peut les déplacer selon nos besoins. Fait que ça, c'est intéressant. Vous voyez, des fois, on utilise des toits vraiment un peu style gazebo, mais il y a les toiles aussi qui sont très souvent utilisées. C'est sûr que c'est une prédisposition qui favorise beaucoup la discussion, la collaboration. Par contre, on n'a pas toujours le support pour écrire, donc c'est peut-être pas la meilleure place non plus pour faire une expérience, par exemple. Mais c'est beaucoup, je trouve, des espaces qui font discussion, collaboration. Les bûches, ben oui, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont leur classe extérieure, c'est des bûches. Des souches, ben pourquoi? Parce que c'est vraiment pas cher. Ça se trouve relativement facilement. Puis ben, une fois qu'ils commencent à se décomposer, ben on les change. Il y en a qui vont les peindre, il y en a que chaque élève va avoir leur bûche, fait qu'ils vont dessiner, ils vont la personnaliser. Alors, c'est très naturel, c'est très simple. Ça, c'est sûr qu'il faut regarder aussi les notions de sécurité, tout ça. Si votre récréation se passe très proche de ça, puis qu'on peut rouler les bûches, bon, c'est avec ça qu'il faudrait regarder avec la commission scolaire, la direction, si c'est approprié, mais c'est quand même quelque chose qui est très souvent utilisé comme classe extérieure. Le mobilier en bois permanent, ça, c'est des classes qui ont été réalisées par Nature Québec, qui est basée à Québec. Et ben, c'est vraiment de faire un module, en fait, en bois, que souvent, ça va comprendre des estrades. Et souvent, ça va comprendre, ben, dans 2 cas, en tout cas ici, des plantes, des éléments végétalisés qui vont être vraiment à proximité des jeunes. Fait que ça, les mobiliers en bois, ben, on peut y aller dans toutes sortes de formes, là. Ça peut être en demi-cercle, puis l'autre bout d'après, il peut être droit. On peut avoir des bancs des 2 côtés. Fait qu'on peut vraiment jouer avec la créativité dans ce type de design-là. Et bien, j'ai mis « autres », parce que si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est très éclaté, là. Il y en a de toutes sortes. Bon, la petite cabane, on s'entend que c'est pas pour une classe de 28 ados, là, mais il y a des amphithéâtres naturels, une école en Ontario qui, eux, se sont mis un tipi. En bas à gauche, vous voyez une partie de la cour, puis ce que je voulais vous montrer, dans le fond, c'est que dans cette cour-là, il y a plusieurs classes extérieures, il y a plusieurs lieux de rassemblement, puis on a mis des végétaux pour créer des zones. On voit la demi-table de pique-nique, qui dans ce cas-ci est très exposée au soleil. Je ne sais pas si c'était la meilleure place. Puis aussi, des fois, ce qu'on voit, c'est juste un toit. On met un toit, puis c'est un espace polyvalent. Fait qu'on peut mettre des chaises si on a une discussion, mettre des bûches. Si on veut les tasser, faire du yoga, on peut. Donc, des fois, juste un toit, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir l'espace pour s'asseoir, mais on veut une place où est-ce qu'on peut s'abriter. Je suis déjà au mot de la fin. J'ai été vraiment plus vite que ce que je pensais. Comme mot de la fin, je voulais vous dire que la salle de classe, je voulais dire, quand on se débarrasse des murs, là, pas littéralement, là, mais métaphoriquement, quand on se débarrasse des murs, ben, elle devient vraiment plus grande. Et pour moi, la révolution en éducation, ça va vraiment se passer si on pense en dehors de la boîte, mais tu sais, comme littéralement, parce que le bien-être, ça se passe à l'extérieur, puis les apprentissages sont pas juste à l'intérieur, dans la bouche de l'enseignant, puis sur notre tablette, ils sont dehors aussi, les apprentissages. On veut préparer les jeunes pour la vie, bien, amenons-les dans la vie. Et puis, je vous invite à plonger, à essayer. Puis, le bien-être est un des grands bénéfices de cette approche-là, mais aussi, je trouve, un des grands bénéfices d'enseigner dehors, c'est d'offrir le cadeau de la curiosité à nos jeunes. Et puis, j'espère que vous allez tous et toutes essayer de leur offrir ce beau cadeau qui est la curiosité. Et donc, de ramener la curiosité, le plaisir et l'aventure, parce que pourquoi l'éducation, ça ne serait pas une aventure? Dans nos écoles, c'est le souhait que je porte avec le projet. Puis, j'espère qu'on va tous créer un beau mouvement. Là, le fait que vous soyez beaucoup aujourd'hui, je pense qu'il y aura un mouvement qui se passe actuellement au Québec, dans les écoles. Alors, ben bravo. Puis, à bientôt.